Igloo, le Mac de l'habitat. Bienvenue dans Igloo, l'émission qui défie les lois de la nature avec notre grand singe Cédric Simonin. Bonjour Cédric. C'est parti. Voilà, on va parler des plus-values immobilières aujourd'hui avec Maître Cherrier qui est un habitué de la maison. C'est la troisième fois que vous venez, non? C'est la troisième fois. Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, oui. en fait. Voilà, et vous êtes toujours notaire à Rosheim. Ça n'a par contre pas changé. Vous êtes installé depuis 97. On va parler de ça dans un instant et surtout des plus-values immobilières. Après une info du monde de l'habitat avec Cédric Simonin, on fait un petit tour dans la capitale. On fait un grand tour dans la capitale, puisque je voudrais vous parler de l'immobilier parisien et vous dire tout de suite que pour acheter un 50 mètres carrés à Paris, vous devez gagner plus de 7 000 € par mois. C'est beaucoup. C'est pas mal. Et puis c'est rare surtout. Oui. Et en 10 ans, le prix du mètre carré s'est envolé de près de 62%. Il était de 6 020 € le mètre carré en 2009. Aujourd'hui, on flirte avec les 9 000 € du mètre carré à Paris. Dans le même temps, le taux d'emprunt n'a été divisé que entre guillemets par 3. Conséquence, le pouvoir d'achat immobilier à Paris a reculé, passant de 26,7 mètres carrés en moyenne en 2009 à 21,2 mètres carrés aujourd'hui, selon une étude Vous Financez. Alors comment on calcule le pouvoir d'achat immobilier? Mais très simplement, il est calculé sur la base de mensualité de 1 000 € sur 20 ans, au taux d'intérêt actuel environ 1,55%, et on le ramène à la surface achetable, ce qui est plus parlant que de parler d'enveloppe financière. Et vous pensez que ça peut encore monter? Disons que je ne suis pas médium, mais il y a un adage qui dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. En tout cas, j'espère que ça va commencer à se calmer. Aujourd'hui dans Igloo, on parle des plus-values immobilières. Avec vous, Maître Cherrier, vous êtes notaire à Rosheim depuis 97 et dans votre étude, il y a 18 personnes qui travaillent beaucoup, autour du droit de la famille, droit des affaires et de la gestion du patrimoine. C'est une étude pluridisciplinaire. Avec vous, on parle des plus-values immobilières, Cédric. Oui. C'est une question de Valérie de Maïstratzheim qui nous demande comment éviter les mauvaises surprises au niveau des plus-values immobilières. Donc on a voulu traiter ce sujet avec Maître Cherrier, donc sans plus attendre, qu'est-ce qu'une plus-value immobilière et puis comment la calcule-t-on? Alors effectivement, une plus-value immobilière, c'est un impôt qui est dû au moment de la vente d'un bien immobilier. C'est un impôt, on verra les détails, je pense, un petit peu plus tard. Et on la calcule par différence entre le prix de revente et le prix d'achat ou le prix de rentrée dans le patrimoine s'il s'agit d'une succession ou d'une donation. Alors comment ça se passe quand on y a fait des travaux? Alors quand on fait des travaux, bien évidemment, ces travaux rentrent en ligne de compte pour le calcul de la plus-value et donc s'ajoutent au prix dit de revient. Mais quand même à une condition, c'est que ces travaux correspondent à des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement, de menus travaux comme par exemple réfection des sols ou des murs, remise en peinture, ne rentrent pas dans le calcul de la plus-value puisque ce sont des simples travaux d'entretien et non pas de construction. Oui, quand on parle de travaux, on parle de travaux réalisés par des entreprises, hein. Dans le cas de je suis bricoleur et j'ai fait mes travaux moi-même, comment ça se passe? Alors dans le principe, effectivement, les travaux ne sont déductibles que s'il y a des factures et le bricoleur, lui, ne peut pas déduire au même titre que si une entreprise avait participé à la construction. Ces travaux ne peuvent être pris en compte tout au plus qu'à hauteur des factures de matières premières, mais en aucun cas d'une main-d'œuvre qui a été mise en œuvre par notre fameux bricoleur. Vous parlez de plus-value immobilière, mais on est bien d'accord, c'est jamais sur une résidence principale. Tout à fait. Il y a une dizaine de motifs d'exonération et notamment la plus connue et la plus courante, c'est l'exonération au titre de la résidence principale sur laquelle on ne paye effectivement jamais. De plus-value. Très bien. Excellente remarque, Maître Eric. Merci, ouais, j'ai révisé. Bien. Comment on calcule cet impôt? Alors cet impôt est calculé, comme je le disais, par différence entre le prix de vente et les prix de revient. Et sur ce résultat, qu'on nommera l'assiette, il y a un impôt qui est de 36,2% qui est appliqué. Cet impôt est le résultat de deux taux. Au titre de l'impôt sur le revenu, nous avons un taux de 19%. Puis au titre des prélèvements sociaux, nous avons un taux de 17,2%. On parle de durée aussi par rapport à ces deux taux? Alors, l'assiette, effectivement, de ce prélèvement de 36,2 se réduit au fur et à mesure que le temps passe, puisque le législateur a prévu un abattement pour durée de détention. Il y a en fait deux grandes dates à retenir.
Au titre de l'impôt sur le revenu, donc les fameux 19% dont je parlais à l'instant, vous êtes exonéré au bout de 22 ans. Par contre, au titre des prélèvements sociaux, il faut là attendre 30 ans pour être totalement exonéré, ce qui est évidemment très long. Moi, j'ai besoin d'un exemple concret. Par exemple, 200 000 euros à l'achat, on revend quelques années après 220 000 euros. On paye donc un impôt sur les 20 000 euros. Et à peu près un tiers, quoi, c'est ça, c'est le pourcentage exact. Voilà, ça correspond à peu près à un tiers, et ce tiers se réduit au fur et à mesure que le temps passe, sachant que, pour résumer, les taux sont progressifs, et donc les premières années, l'assiette se réduit assez faiblement, et les dernières années, l'assiette se réduit plus fortement. C'est-à-dire qu'au bout de 25 ans, là, l'impôt diminue très sensiblement. Très bien. Une remarque, cette durée longue de détention d'un bien immobilier, c'est pas très judicieux, je trouve, parce que ça donne pas beaucoup de fluidité dans le marché immobilier, puisque on aurait tendance, en étant propriétaire, à garder son bien le plus longtemps possible pour payer le moins possible de plus-value. Ouais. Ça bloque un petit peu le marché. J'aurais 2 cas particuliers à traiter, Eric, si on a encore un petit peu le temps. Oui. Le cas d'une sous-évaluation d'un bien pendant une donation. Alors, c'est un cas effectivement qui se présente assez couramment, puisqu'on parle d'un acte entre membres de la même famille, et les gens, bien entendu, ont envie de limiter au maximum, ce qui est tout à fait compréhensible, les frais. Mais le piège dans ce genre de situation, c'est qu'en sous-évaluant, si on revend quelques années après, et quand je parle de quelques années, je vous rappelle que c'est à peu près 30 ans, c'est quelques années, donc c'est quand même relativement long, ça peut être une vie, eh bien on va payer une plus-value d'autant plus importante que le prix de revient, le prix qui figure dans l'acte de donation, a été sous-évalué. Deuxième cas particulier, en cas de dessous de table, de black, comme on dit, lors d'une transaction, quels sont les risques potentiels qui peuvent avoir ? Alors là, le risque, il est exactement identique au cas de la donation. La sous-évaluation fait que à la sortie, vous allez payer une plus-value sur quelque chose qui vaut plus. Vous allez payer plus, mais pas officiellement, donc ça ne sera pas retenu. Il faut savoir que le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle, parce que les droits d'enregistrement lors d'un achat correspondent à 5,8% aujourd'hui. La plus-value, on l'a dit tout à l'heure, 36,2. Vous faites le calcul de la différence, vous voyez assez facilement où est votre intérêt. Donc pas de dessous de table. Interdit. Enfin, interdit, c'est évidemment. interdit par la Et puis loi. c'est pas très malin. En fait. C'est interdit et pas du tout judicieux. Très bien. On peut résumer tout ce qu'on s'est dit en 20 secondes, 30 secondes sur les plus-values immobilières, maître. Alors, les plus-values immobilières, c'est un calcul qui est complexe, c'est un impôt qui est lourd. Donc, l'enseignement en fait de ce petit échange, c'est que c'est une décision de vendre qui doit être anticipée, et la plus-value doit être calculée pour tenir compte effectivement de cet impôt. Et il ne faut pas hésiter à consulter son notaire qui va calculer pour le candidat vendeur l'impôt, et essayer d'optimiser, parce qu'avec les années qui passent, comme vous le voyez tout à l'heure à travers mon exemple, l'impôt diminue, et donc il ne faut pas hésiter parfois à surseoir à la vente, par exemple attendre 6 mois où on va avoir un effet de seuil et diminuer fortement l'impôt. Ça a été très bien, très clair, très précis. Merci beaucoup, maître. À très bientôt dans cette émission. Merci Cédric Simonin. On la retrouve sur Igloo On Air sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et puis aussi sur topmusic.fr, l'émission en intégralité, bien sûr, sur le site de Trianon Résidence également. Voilà. Puis il faut la partager, cette émission. Mais comment qu'on la partage, cette émission? Liker, on aime ça. On aime ça. Igloo, le Mac de l'Habitat. On se retrouve très vite. À bientôt. Merci, messieurs. Au revoir.